Donc nous allons reprendre les contributions de nos intervenants sur notre demi-journée d'études sur le droit pénal des étrangers, sujet d'exception. Donc la troisième partie porte sur la spécificité du statut d'étranger, un sujet de droit assimilé à l'ennemi. À ce titre, nous allons tout d'abord écouter Maître Dancey Vergoten. Vous êtes avocate spécialisée en droit des étrangers au barreau de Lille et vous intervenez justement sur le traitement pénal, et pas que, des étrangers au regard du regard de praticien. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis avocat au barreau de Lille et je fais beaucoup, principalement d'ailleurs, je défends surtout les étrangers, alors soit au niveau de leur situation administrative ou aussi en pénal, et puis également aussi au niveau du droit civil, par exemple, ça j'en discuterai un peu après, contentieux des reconnaissances de, par exemple, fausse paternité, fausse reconnaissance de paternité, voilà. Donc, je vais essayer de vous apporter mon côté pratique de cette matière. Alors, premier point que je voulais aborder, c'est qu'effectivement, nous, on est, en tant qu'avocats, amenés à intervenir, à défendre donc les étrangers, notamment qui sont placés en centre de rétention administrative, donc qui ont fait l'objet d'une décision soit d'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Nord, en l'espèce principalement pour nous, ou d'une décision de transfert, et donc d'une décision aussi de placement en rétention administrative. Alors, ces décisions-là, souvent, préalablement à ça, on a soit une garde à vue, soit une retenue pour vérification du droit au séjour ou du droit de circulation sur le territoire français. Alors, pourquoi pourquoi j'en viens là? Parce que, principalement, les personnes qu'on est amené à rencontrer et à défendre, soit devant le juge administratif ou devant le juge des libertés de la détention, ont été placées en retenue ou en garde à vue à la suite d'un contrôle d'identité, et contrôle qui a été effectué dans le cadre de réquisition du procureur de la République 78-2 du Code de procédure pénale. Et ça, si je vous dis ça, c'est pas anodin, c'est parce que on les contrôle dans ce cadre-là, donc on a des réquisitions qui sont censées être limitées dans le temps et dans l'espace, mais au final, on en a on a des réquisitions tous les matins, tous les après-midi, tous les jours quasiment. On en a gare Lille-Flandre, gare Lille-Europe, Lille, la gare de Roubaix, Ouazem, pour vous dire qu'effectivement, on peut interpeller les étrangers en tout lieu dans la région, et la plupart des étrangers qui sont placés au centre de rétention, voilà, au départ, la procédure, c'est celle-ci, et voilà, et c'est vraiment particulièrement surprenant parce que c'est quasiment que les étrangers qui font l'objet de ces contrôles d'identité. Ne pouvant justifier de ce contrôle de leur identité, on bascule ensuite sur les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, donc le CESEDA, les dispositions du L611-11, et là, on peut vérifier leur droit de circuler ou de séjour sur le territoire français. Ne pouvant justifier, le préfet prend une décision de placement, d'obligation de quitter le territoire français ou de transfert vers un État de l'Union européenne, et de placement en rétention. Donc c'est souvent, voilà, c'est assez important pour vous montrer qu'effectivement, c'est pas tout à fait normal, mais c'est comme ça que ça se passe. On a des réquisitions, c'est au fin de trouver donc des personnes qui ont commis ou tenté de commettre une infraction, et c'est souvent législation, infraction à la législation sur les stupéfiants ou alors port des armes, jamais étranger. Hein, donc voilà, c'est important que vous le sachiez. Donc premier point que je voulais vous expliquer pour que vous compreniez concrètement comment ils se font interpeller. Il n'y a pas que ça, mais c'est quand même la plupart des cas, c'est au regard de ces dispositions-là. Alors, aussi, un autre point qui est important, c'est qu'on a eu, avec la loi du 16 juin 2011, un net recul des garanties procédurales. Pourquoi? Parce qu'effectivement, avant cette loi, on avait une intervention du juge des libertés de la détention, qui vient donc vérifier la régularité de l'interpellation de l'étranger et la régularité aussi du placement en rétention, qui intervenait donc en premier. Et ensuite, on avait un juge administratif qui venait contrôler, si l'étranger faisait un recours, la légalité d'une décision, de la décision administrative d'obligation de quitter le territoire français ou de transfert. Bon, à l'époque, on appelait ça une décision de remise. Et ce calendrier procédural, effectivement, permettait que le juge des libertés et de la détention intervienne avant. Donc cette loi du 16 juin 2011 a inversé ce calendrier.
permettant donc au juge administratif d'intervenir avant et au juge des libertés après. Et pourquoi c'est un net recul des garanties procédurales? Parce que, tout simplement, voilà, si l'étranger ne faisait pas de recours, ça permettait notamment à l'administration, et ça arrive, il y a beaucoup de cas où effectivement les étrangers ne font pas de recours contre la décision de l'administration d'obligation de quitter le territoire français ou de remise, à l'époque remise, aujourd'hui transfert, ça permettait à l'administration de procéder à l'éloignement de l'étranger sans même pouvoir passer devant le juge des libertés de la détention. Et ça, c'est vraiment, ça arrive fréquemment, et notamment dans le cadre des décisions de remise, pour lesquels le recours n'était pas suspensif, puisqu'aujourd'hui, maintenant, on appelle ça des décisions de transfert, puisqu'il y a eu aussi une nouvelle législation en la matière, mais pour vous expliquer que, voilà, des fois, le juge des libertés de la détention n'avait même pas lieu à intervenir. Et donc, nous, on ne voyait même pas l'étranger, on ne pouvait même pas être amené à pouvoir le défendre. Bon, là, maintenant, on a une nouvelle loi, la loi du 7 mars 2016, on revient à l'ancien calendrier. Alors, est-ce que c'est bien pour autant? Je ne sais pas. Donc maintenant, on a une nouvelle décision donc, de placement en rétention qui est prise non plus pour une décision. Alors, ces dispositions-là que je vous explique seront applicables à compter du 1er novembre 2016. On aura une décision de placement en rétention qui sera prise pour une durée de 48 heures, alors qu'aujourd'hui, c'est 5 jours. Et le préfet, donc s'il veut prolonger, pour mettre à exécution l'éloignement de l'étranger, prolonger cette mesure de rétention, devra saisir le juge des libertés dans ce délai de 48 heures. Et le juge des libertés de la détention devra se prononcer par ordonnance dans un délai de 24 heures. Donc effectivement, là on inverse le calendrier, l'étranger sera présenté en premier lieu devant le juge des libertés de la détention. Alors est-ce que c'est bien pour autant? Voilà, ça aujourd'hui c'est la pratique qui nous le dira. Néanmoins, il y a quand même un changement qui est important et que vous devez connaître. Pareil, ça sera applicable à compter du 1er novembre 2016, mais la loi prévoit que maintenant, c'est le juge des libertés de la détention qui sera juge de la légalité de la décision de placement en rétention. Donc c'est assez particulier, parce que c'est vraiment quelque chose qui appartenait au juge administratif, cette appréciation de la légalité de la décision de placement en rétention administrative. Maintenant, ça sera le juge des libertés. Alors, il faut savoir que, par exemple, le juge administratif, il appréciait notamment l'erreur manifeste d'appréciation. Donc, on s'interrogeait sur l'opportunité ou pas d'une décision de placement en rétention. Et si on venait dire qu'effectivement, cette décision n'était pas opportune et que l'étranger, c'est ce qu'on plaide aujourd'hui, par exemple, bénéficiait de garanties de représentation suffisantes permettant une assignation à résidence, le juge administratif annulait la décision de placement en rétention, on s'arrêtait là, l'étranger était libre. Là, maintenant, donc on ne sait pas comment appréciera le juge des libertés de la détention cette légalité de la décision de placement en rétention. Surtout, certainement, qui sera peut-être plus amené à décider d'assignation à résidence. Voilà, peut-être plus qu'aujourd'hui. Alors, la loi apporte 2 points supplémentaires. C'est que si l'étranger a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence précédemment, on devra motiver cette nouvelle assignation à résidence par une motivation spéciale. Ça n'existait pas aujourd'hui. Et puis, effectivement, la loi crée un nouveau délit en cas de... Enfin, non, ce délit existait, mais en cas de non-respect des obligations d'une assignation à résidence, c'était un délit qui était prévu d'une peine d'emprisonnement d'1 an. Et la loi, aujourd'hui, est passée de 1 an à 3 ans. D'ailleurs, ça, c'est d'application immédiate. Donc, pour vous montrer que le système vis-à-vis des étrangers est, à mon sens, de plus en plus répressif. Donc, je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée, puisque peut-être qu'on sera amené à avoir plus de décisions d'assignation en résidence, ça, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, on s'interroge sur le point de savoir si le juge des libertés de la détention appréciera de la même manière que pouvait apprécier le juge administratif. Ça, aujourd'hui, on ne sait pas. Voilà, donc pareil, on a un recul aussi, puisque si l'étranger fait appel de la décision du juge des libertés de la détention, qui décide de sa prolongation, en rétention, le juge d'appel, lui, maintenant, peut décider de rejeter par ordonnance, tout simplement, s'il considère que l'appel est manifestement irrecevable, ce qu'il ne pouvait pas faire jusqu'alors. Donc c'est encore un point de recul à mon sens. Un point de recul aussi, puisque
je trouvais que c'était important de parler de cette loi parce que, comme on parle du droit pénal de l'ennemi, et aussi, voilà, il fallait que j'explique ma pratique par rapport aux droits des étrangers. Alors, on a cette nouvelle loi qui m'apparaît clairement répressive à plusieurs égards. Et, par exemple, cette loi donne des nouveaux pouvoirs coercitifs au préfet. Ça n'existait pas jusqu'alors. Quels sont-ils? Alors, voilà, simplement, le préfet a la possibilité de saisir le juge des libertés de la détention pour obtenir l'autorisation d'entrer de force au domicile d'une personne de nationalité étrangère qui soit est assignée à résidence, soit fait l'objet d'une interdiction du territoire français. Ça, c'est quand même quelque chose de novateur qui n'existait pas jusqu'alors. Et voilà, clairement intrusif au regard des libertés. Il faut savoir qu'on peut saisir le juge des libertés, donc le préfet peut saisir pour demander l'autorisation de requérir les services de police ou de gendarmerie. Le juge des libertés doit statuer dans les 24 heures par une ordonnance motivée. Évidemment, l'étranger n'est pas informé de cette demande et l'étranger n'est pas représenté à l'audience, évidemment. Et l'ordonnance sera exécutoire pendant un délai de 4 jours. Donc c'est quand même assez énorme. Et on notifiera cette ordonnance à l'étranger au moment de son interpellation. Et si jamais il veut faire appel de cette ordonnance, ça ne sera pas suspensif, forcément. Donc, comme je vous ai dit, on a des mesures qui sont de plus en plus répressives à l'égard des étrangers. Également à l'égard des personnes qui peuvent aider directement ou indirectement des étrangers dans le processus d'entrée sur le territoire français. Cette loi du 7 mars 2016 prévoit des nouvelles infractions. Alors, par exemple, on a l'évasion d'une zone d'attente ou d'un centre de rétention administrative. On pouvait la sanctionner jusqu'alors au travers de, par exemple, l'infraction de non-exécution d'une obligation de quitter le territoire français, non-exécution d'une mesure d'éloignement. Maintenant, on a l'infraction d'évasion d'une zone d'attente ou d'un centre de rétention administrative, l'infraction qui est punissable de 3 ans d'emprisonnement, ou 5 ans si effectivement c'est commis en réunion, ou 7 ans si c'est commis avec la menace d'une arme. Donc c'est assez énorme. On a également une nouvelle infraction qui est celle du refus de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes et photographie. C'est 1 an d'emprisonnement, ça n'existait pas. On a des aggravations de sanctions également, par exemple pour voilà, les sanctions administratives qui étaient encourues par les transporteurs aériens ou maritimes, qui, eux, par exemple, n'ont pas vérifié que la personne disposait d'un passeport ou d'un visa d'entrée. On a une augmentation des amendes, pareil, le seuil c'était 5 000 €, maintenant on passe à 10 000. Voilà, donc on a vraiment des nouvelles infractions. Après, je pense que ça a été évoqué alors que j'étais pas là tout à l'heure, mais le fait qu'effectivement le droit pénal est particulièrement répressif à l'égard des étrangers, c'est pas non plus nouveau, puisqu'on a des lois réprimant les mariages de complaisance, les mariages gris. Vous avez également la loi par rapport à l'aide au séjour. L'aide au séjour, alors on a certaines exemptions, mais c'est très limitatif et c'est apprécié de manière très limitative par les juges, clairement. Alors, juste à cet égard, par exemple, on a une exemption, voilà, quand la personne, voilà, lorsque l'acte reproché était face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la personne de l'étranger. Voilà, il faut vraiment que la personne soit en train de mourir ou en train de se noyer pour qu'effectivement on puisse bénéficier de cette exemption. C'est vraiment apprécié de manière très stricte par les juges. On avait déjà les délits de fausse reconnaissance de paternité, comme j'ai pu vous l'expliquer tout à l'heure. Alors juste un petit point pratique sur ça, puisque moi j'ai beaucoup de dossiers de cette nature-là. Fausse reconnaissance de paternité, ça peut juste démarrer voilà, d'une personne, d'un homme qui reconnaît de nationalité française et qui reconnaît peut-être plusieurs enfants dans un laps de temps assez court, et ça peut alerter les services préfectoraux qui, eux, saisissent du coup les services de police. On a une enquête qui est menée, on a des auditions qui sont menées, et rien que sur la base de ça, la préfecture peut décider de retirer le titre de séjour de la maman qui avait un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Ça, je l'ai vu dans plusieurs dossiers. Sur vraiment peu de choses, on part de ça parce que si ces personnes-là, quand elles sont entendues,
en tout cas, mes clientes en tout cas, quand elles ont été entendues, c'était sans présence d'un avocat, parfois sans présence d'un interprète. Bon, parfois on leur dit de signer, vous inquiétez pas, signez, puis tout se passera bien. Elles signent, sauf que sur la base de ce procès-verbal-là, va ensuite s'engendrer tout un processus, et notamment retrait du titre de séjour. Et après, c'est particulièrement difficile pour essayer d'améliorer la situation administrative de la personne, parce qu'on a aussi une procédure qui va être initiée à l'initiative du procureur de la République pour justement cette contestation de paternité. Et ça prend vraiment, c'est très long devant le juge civil. Ça prend au moins 2 à 3 ans. Moi, j'ai des procédures qui traînent encore de 2012, c'est pas encore terminé, ma plus longue, voilà. Donc là, on est à 4 ans. 4 ans, et je viens seulement, dans un dossier, avoir... le juge a seulement ordonné une expertise pour vérifier si le papa est bien le papa. Donc, le rapport doit être rendu pour septembre. Donc, on prolonge encore de 6 mois. Et du coup, ma cliente, par exemple, pour que vous ayez un aspect pratique, n'a plus de titre de séjour. Quand on essaie de l'obtenir ou qu'on essaie de faire toute démarche, on se base simplement sur les auditions et ça suffit, quand bien même on a encore un acte de naissance qui n'a pas été annulé par le tribunal. Quand bien même on a encore un acte de reconnaissance du papa français qui dit bien oui, c'est mon enfant. Donc on a ça, et on a aussi une procédure pénale pendante qui est renvoyée. Et ça, j'ai plusieurs dossiers comme ça, on renvoie tant qu'on n'a pas cette décision civile, puisque cette décision tient le pénal simplement en l'état, le temps, puisque ça concerne un domaine d'état civil. Et donc, effectivement, ça ne fait que prolonger, et ça place les étrangers en situation particulièrement précaire. Ça, c'est un côté pratique pour que vous compreniez. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur côté pénal, côté droit des étrangers. Maintenant, si après vous voulez me poser des questions sur plus les droits des étrangers, est-ce qu'ils sont bien respectés, est-ce que puisque ça c'est aussi le rôle du juge des libertés de la détention, vérifier, il est amené à vérifier que les droits des étrangers sont bien respectés lors de leur retenue, lors de leur garde à vue, lors du placement en rétention. Je suis déjà intervenue sur ce point-là pour dire que pas forcément. Et par exemple, juste un dernier point, les détenus, donc étrangers détenus qui font l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français, eux, on leur laisse un délai de 48 heures. Et la loi, maintenant, vient le figer, le texte vient figer ce point, c'est qu'ils ont un délai de 48 heures, qu'on ait une décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ou avec un délai de 30 jours. On ne se pose pas la question de ce délai de 30 jours, à partir de quand il commence à courir. Alors, il devrait y avoir des dispositions réglementaires sur ce point-là, pour l'instant, on n'a pas. L'intéressé est donc à 48 heures pour faire un recours, sauf que on lui notifie normalement la possibilité d'être assisté par un avocat, sauf que c'est très compliqué en détention. C'est qu'il signe souvent sa décision, qu'après ça part au greffe de la maison d'arrêt ou du centre pénitentiaire, et qu'au final, il ne conteste jamais. Et donc, qu'est-ce qui se passe à l'issue de sa peine? On vient le chercher et on vient le placer en rétention, et là, on ne peut plus contester cette décision d'obligation de quitter le territoire français. Voilà, simplement pour vous montrer que là, les droits des étrangers, un peu à tout niveau, là, que j'ai pu un peu brasser rapidement, sont particulièrement limités et précaires. Voilà les observations pour l'instant que je voulais faire sur ce point-là. Maître Dancé, je vous remercie pour cet éclairage de par votre pratique des tribunaux, et on voit bien cet effet accru de la pénalisation. C'est toujours très intéressant et enrichissant d'allier la théorie et la pratique, et je vous en remercie.